faire une correction du mini-test 2, assez rapide quand même. Vous avez eu vos résultats. Il y a également les laboratoires. Alors, les laboratoires, je vais également publier les résultats sous peu. Donc, vous allez recevoir votre copie, comme d'habitude, ainsi que votre note dans Colnet. Alors, déjà, les notes dans Colnet, je vais les activer. Et vous transférez les résultats tout à l'heure. Oups. Pas long. Donc, commençons. Alors, pour ce matin, donc, comme je l'ai dit, nous allons corriger d'abord le mini-test. Ensuite, nous corrigerons le laboratoire. Alors, tout d'abord, pour le mini-test, je vais vous partager mon écran. On va rapidement maintenant refaire l'examen ensemble, les principales questions. Certaines ont été faciles, d'autres non. Première question très facile. De quel type est le résultat de l'évaluation d'une expression booléenne? C'était évidemment un booléen. Bon, il fallait bien une question facile dans l'examen. Deuxième question, qui aurait dû être assez facile aussi, que tu es plutôt bien réussi. Alors donc, quelle est la ou les fonctions appelées par le main? Alors évidemment, c'était les fonctions qui étaient directement appelées par le main. Et le seul lien qu'on peut voir sur le schéma, sur le découpage fonctionnel, c'est le lien vers calculer facture. Donc, c'était la bonne réponse, calculer facture. Troisième question. Les jeux d'essais portant sur les valeurs prévisibles sont principalement utiles pour valider les calculs, expressions arithmétiques. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui est écrit dans la documentation. On a deux types de jeux d'essais. Les jeux d'essais des valeurs prévisibles, donc qui servent à valider que nos expressions arithmétiques donnent les bons résultats. Et on a les jeux d'essais des valeurs limites qui permettent de voir si nos alternatives produisent les bons résultats, également nous permettent de bien diriger le programme. Bon, on nous demande ici de rédiger en C# la fonction est divisible. Une fonction qui va recevoir en paramètre deux entiers, valeur A, valeur B, et qui retourne vrai si valeur A est divisible par valeur B sans reste. C'était une question qui aurait dû être d'une simplicité enfantine et qui n'a pas été si bien réussie que ça. J'étais un petit peu déçu. Je dis que ça aurait dû être une simplicité parce que vous aviez une question là-dessus sur le laboratoire. Bien qu'en corrigeant le laboratoire, j'ai vu également que plusieurs avaient de la difficulté avec certains opérateurs du langage. Alors, on va regarder rapidement une correction code de ça. Alors, ici, si je cherche à écrire la fonction est divisible, donc on parle d'une fonction booléenne, on parle d'un prédicat. Alors, commençons. Statique, c'est un prédicat. Ça retourne donc un booléen, pas un string, par exemple, comme j'ai vu certains. Alors, bool est divisible. On nous dit que ça reçoit deux entiers. Oui, parce que les restes, habituellement, c'est un concept qui est plutôt lié à la division entière. Bien qu'on va voir que en C#, on est capable de calculer le reste de la division de deux nombres à virgule flottante. À la base, l'opérateur qui permettait de calculer le reste était fait pour les nombres entiers, même si ça a évolué maintenant. Donc, division entière, hein, int valeur A, int valeur B. Alors ici, on vient d'inclure deux paramètres qui vont permettre d'entrer l'information dans la fonction. Bon, qu'est-ce qu'un nombre? Un nombre est divisible. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'un nombre, deux entiers sont divisibles l'un par l'autre? C'est que généralement, on sous-tend que le reste est égal à 0.
Alors ici, pour le reste, mais ce n'est pas très compliqué. On a un opérateur qui nous permet de calculer le reste. Plusieurs semblent encore l'ignorer. Alors, return. Return quoi? En fait, on va l'écrire tout d'abord au long, puis après ça, je vais l'écrire encore plus rapidement. int reste. Bon, le reste, c'est quoi? Ben, le reste, c'est valeur A modulo valeur B. Point virgule. Alors, c'est l'opérateur modulo qui calcule le reste de la division. Alors donc, si j'ai par exemple 7 modulo 5, ça me donnera 2. Pourquoi? Parce que quand je divise 7 par 5, on reçoit le quotient de 1 et le reste est de 2. Bon. Maintenant, comment est-ce que je vais compléter ma fonction, mon prédicat? Bien, évidemment, on a dit que c'est un reste qui doit être égal à 0. Alors, c'est divisible, donc je vais dire return reste égal. Évidemment, ce n'est pas l'opérateur d'affectation ici, c'est bien l'opérateur du test d'égalité, l'opérateur relationnel, égale 0. Bon. Là, ici, évidemment, j'aurais pu aussi écrire pas de reste. Ça aurait été valable aussi. Évidemment, il aurait fallu à ce moment-là que j'écrive une constante. int, pas de reste, égale 0. Bon. Alors, ici, déjà, bon, on a une façon de faire qu'il fonctionne. C'est l'opérateur modulo qui simplifie les choses. J'ai vu des étudiants utiliser toutes sortes d'opérations mathématiques pour tenter d'avoir le reste, alors qu'il suffit simplement d'utiliser l'opérateur modulo à conserver dans votre esprit. Bon, maintenant, on va faire ça un peu plus rapidement. On n'a pas vraiment besoin de faire cette opération en 2 étapes. Nous pouvons tout simplement faire ceci. Return rest égale pas de reste. On va privilégier les situations où on utilisera les constantes. On essaie d'éviter d'utiliser des constantes littérales. Donc, ça, c'est une solution tout à fait correcte. Ce qui aurait été mauvais, c'est d'utiliser une constante qui s'appelait 0, par exemple. Ça aurait été vraiment nul. Mais bon, ça, ici, c'est très bien. Maintenant, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Eh bien, c'est pas compliqué. Je vais pouvoir dire ceci. Console.writeLine. Alors, par exemple, je vais écrire est divisible (7,5). Alors ça, c'est un premier test déjà. Alors ça devrait me marquer faux. Par contre, si j'écris CTRL-C, console write-line est divisible 8,2, eh bien ça devrait me marquer true. Alors donc, j'ai un premier cas devrait me marquer false et le deuxième cas devrait me marquer true. Alors, si j'exécute, regardons ce qu'on a. On attendait false, true, c'est ce que nous avons obtenu. Est-ce qu'il y a des questions sur l'opérateur modulo? Personne? Alors, à s'en souvenir, c'est très simple à utiliser. Bon. Et comme je rappelle, on préfère l'utiliser sur des nombres entiers. Pour l'utiliser sur un nombre réel, il faut avoir une très, très, très bonne raison parce que ce n'est pas courant. Retournons à la correction. Je suis un mécanisme d'échange d'informations qui permet d'entrer une information dans la fonction. Mais là encore, je vais vous ramener au code. On a un exemple ici. Valeur A et valeur B sont ce qu'on appelle des paramètres par valeur. Ça signifie quoi? Ça signifie que la fonction appelante, par exemple ici le même,
ça peut être une autre fonction, envoie une valeur ici. Ici, j'ai marqué directement une constante, 7. J'ai marqué ou 8 ou 5 ou 2. J'ai envoyé des constantes. Mais j'aurais pu également envoyer des variables. Par exemple, écrire int val a est égal à 7, point virgule. Int val b est égal à 5, point virgule, et envoyer val a ainsi que val b. Comme vous pouvez le voir ici, ce que j'envoie, bon, j'ai marqué un B minuscule, je corrige, voilà. Alors, ici, ce que j'envoie, on voit que j'ai val A ici, valeur A en bas. Pourquoi est-ce que j'ai pris des noms différents? Parce que ça me tentait, parce que de toute façon, ce n'est pas la même variable. Hein, j'aurais pu utiliser valeur A en haut ou un autre nom. Ce n'est pas important. Parce que de toute façon, ce n'est pas la variable qui est envoyée à est divisible. Hein, le main n'envoie pas sa variable. Il prend l'information qui est dans la variable, il en fait une copie et il envoie cette copie de la valeur à la fonction est divisible. Donc, ce qui est échangé, c'est non pas la variable en tant que telle, mais la valeur contenue dans la variable. Bon. Et c'est un échange unidirectionnel. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si je disais valeur A est égale à valeur A plus 55, et qu'ici, je disais console.writeLine valeur A, selon vous, là j'attends une réponse de quelqu'un parmi vous, avant que je le désigne, qu'est-ce qui sera affiché quand je vais afficher valeur A? Alors là, on regarde bien, j'ai initialisé valeur A à 7, j'ai envoyé valeur A à la fonction est divisible. Est divisible a reçu dans valeur A. Valeur A a été incrémentée. On lui a ajouté la valeur 55 et c'est fini. Là, je vous demande qu'est-ce qui va être affiché ici? 7. Oui, Philippe. 7. Oh, mon micro est marché? Je ne t'entends pas, Philippe. Moi, je l'entends, il y a 17. Oups. Est-ce que c'est moi qui ai un problème de son? Ah oui, excusez-moi, c'est moi qui ai un problème de son. Bon, recommençons. Philippe, quelle était ta réponse? 7. Ça va être 7. Bon, ça va être effectivement, c'est 7 pour une simple et bonne raison. C'est que ici, c'est un passage unidirectionnel entre le main et la fonction est divisible. C'est ça le paramètre par valeur. On l'appelle également antérieurement, il y a plusieurs années, on l'appelait des fois le paramètre par copie. Parce que justement, on faisait une copie de la valeur. On verra plus tard un autre paramètre qui permet à la variable de la fonction appelée et à la variable de la fonction appelante de partager une information, de partager une zone de mémoire. Alors là, ça serait une variable bidirectionnelle, un paramètre bidirectionnel. Mais ça, on verra peut-être ça, si on a le temps, à la toute fin de la session. Donc, ici, valeur A n'est pas envoyée, c'est son contenu. Bon, alors, je reviens à la manipulation. Alors, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas manqué de questions parce que mon microphone était mal seté. Alors, mon écouteur, du moins, était mal seté. On va regarder donc à nouveau ici. Donc, la réponse ici, c'était le mécanisme, c'était paramètre par valeur. Donc, bon, certains l'ont écrit un peu tout croche. J'ai dû corriger de l'orthographe, mais
Dès que ça ressemblait à ce que j'attendais, vous avez eu vos points. Ici, c'était une réponse à choix multiple et à réponse multiple. C'est-à-dire qu'il fallait choisir quelles étaient les valeurs qu'il fallait tester pour trouver des valeurs limites de ça. Premièrement, on verra dans le laboratoire que la question sur les valeurs limites a été échouée par un bon paquet de personnes. Alors donc, il y en a encore qui confondent valeur limite et valeur prévisible. Ça serait important d'arrêter. Valeur limite, ici, on évalue une condition. On nous dit quelles sont les valeurs limites à partir desquelles seront définis les jeux d'essai permettant de valider l'expression âge plus petit que âge ado. Ici, on n'a manifestement pas une expression arithmétique. On a une expression booléenne qui ressemble à une condition. Donc, c'est un jeu d'essai des valeurs limites. Alors, nous attendions à combien de valeurs, combien de réponses fallait que je sélectionne ici? Allez, un de vous autres, mais pas Philippe. Il a déjà eu... Pardon? 2. 2 valeurs pour les limites. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? 3 valeurs. 3. 3, effectivement. Un jeu d'essai des valeurs limites se fait toujours en 3 points. Alors, c'est toujours le point d'inflexion de la condition, un petit peu avant et un petit peu après. Ça nous fait 3 points. Alors donc, ici, quels étaient mes points? Parce qu'on regardait que la constante âge ado valait 12. On disait âge plus petit que 12. Bon, déjà, est-ce que 12 était une de ces valeurs-là? Oui. Oui. Et c'était la valeur qui était validée. La valeur de test, la valeur centrale. Donc, pour avoir 3 points, en étant un petit peu avant et un petit peu après, ça nous amenait à 11 ainsi qu'à 13, tout simplement. Alors donc, il y avait ces 3 valeurs-là et vous aviez vos points. Bon. La question était quand même gentille parce que ceux qui n'en marquaient rien qu'une avaient une partie des points parce que c'est calculé par Moodle. Bon, ici, question 7. Est-ce que les 2 segments de code sont équivalents ou non? En gros, qu'est-ce qui nous permettrait de dire qu'ils sont équivalents? Ils sont équivalents si, avec les mêmes informations, ils nous fournissent les mêmes résultats. Alors ici, on regardait les 2 codes, on voyait que dans un cas, le traitement, si la condition était vraie, on avait le traitement prix égal à prix rabais, sinon, prix égal prix normal. Dans l'autre cas, c'était si la condition était vraie, on avait le prix normal, sinon le prix rabais. Eh bien ici, il faut se poser la question, est-ce qu'on va avoir la même exécution? Et on regardait nos conditions. On pouvait voir que la première condition était complémentaire à la seconde. En fait, c'était des conditions inversées. Alors, étant donné que les conditions étaient inversées, il était normal que les traitements le soient aussi. Alors, regardons. Imaginons que mon âge ado vaut 12. Pardon. Alors, imaginons un âge client de, je ne sais pas, 42. Alors, 42, est-ce que c'est plus grand que âge ado? Oui. Alors, donc, je vais avoir un prix rabais. Ah, c'est le fun. Alors, donc, je vais avoir 40, je vais avoir le prix rabais. Sinon, j'aurais eu le prix normal. Mais j'ai eu le prix rabais avec mon 42. Ici, si âge plus petit ou égal à âge ado, j'ai le prix normal. J'ai 42. Est-ce que je suis plus petit ou égal à 12? Non, je m'en vais là. Ah, j'ai le prix rabais encore une fois. On voit que encore ça a marché. Et maintenant, je vais essayer mon âge ado toujours à 12. Je vais essayer quelqu'un qui a 5 ans. Est-ce que âge client plus grand que âge ado? Non, c'est faux. Alors donc, il va avoir le prix normal. Et ici, âge client plus petit ou égal à ado? Oui, mais il va avoir aussi le prix normal. Donc, on voit que ces 2 segments de code étaient équivalents. La justification idéale, c'était que, étant donné que les conditions étaient complémentaires, il était normal d'inverser l'ordre des traitements. Bon, j'ai quand même été généreux sur l'explication tant que ça se tenait un peu. OK.
Question suivante. Évaluer l'expression arithmétique suivante en faisant une opération à la fois. Alors, notre expression arithmétique était val x plus petit que val z égal val y plus petit que val z. Alors ici, la première chose qu'on pouvait faire, c'était déjà de remplacer les valeurs, les variables par leurs valeurs pour y voir plus clair. Alors donc, val x vaut 3. 3 plus petit que val z qui vaut 1 égal val y qui vaut 2 plus petit que val z qui vaut toujours 1. Bon, ça, c'était ce qu'on avait, donc, une fois qu'on avait traduit nos variables en leur valeur. Quelle est la première opération à effectuer? Alors, quelqu'un peut-il me donner quelle est la première opération qui va s'effectuer? On y va une à une. 3 est plus petit que 1. 3 est plus petit que 1, effectivement. On y va ici en ordre de priorité. On a 3 opérations, plus petit, égal, et l'autre plus petit. Donc, on y va de la gauche vers la droite. Alors, ici, on sait que le plus petit, c'est un opérateur d'inégalité. Les opérateurs d'inégalité ont une priorité plus forte que les opérateurs d'égalité. Égal, c'est un opérateur d'égalité. Donc, les plus petits avant de faire les égal. Ensuite, mais là, j'ai 2 plus petits. À ce moment-là, la règle est d'y aller à la gauche vers la droite, comme le dit votre collègue. Alors ici, 3 plus petit que 1, ben, je peux prétendre que ça vaut false, tout simplement. False est égal à 2 plus grand, plus petit que 1. Oups, je vais acheter des petits espaces pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Prochaine opération, messieurs. L'autre plus petit. 2 est plus petit. Oui, l'autre plus petit, donc. Bon, agissons un peu en paresseux. Voilà. L'autre plus petit me donne false également. J'ai une petite question. Oui, monsieur Anthony. Est-ce qu'on peut faire les deux inégalités sur la même ligne? Ben, en Vu que fait, j'ai la même priorité des opérations. oui, mais elles ne se font pas. Il y a la priorité globale des opérateurs, puis il y a l'ordre des opérations. C'est deux choses vraiment différentes. Alors ici, l'ordre des opérations, en fait, le processeur ne va faire qu'une opération à la fois. Alors, Okay. ici, quand j'ai été généreux, là, quand même, même s'il m'avait fait les 2 opérations sur la même ligne, je l'ai accepté. De toute façon, Parfait. je pense que vous avez accès à votre correction si vous allez voir la relecture de votre truc, et j'ai commenté toutes les questions où il y avait des problèmes. Alors, je n'ai pas juste noté. Là. Quand il y avait, à part les questions objectives, là, mais toutes les questions où vous avez des mots à rentrer, du texte à rentrer, j'ai mis des commentaires quand il y avait un problème. Donc, oui, j'ai accepté que vous fassiez tout d'un coup sec, mais normalement, si on veut être strict, le processeur ne va faire qu'une seule opération à la fois. Bon, normalement, on peut penser ça. Bien qu'on pourrait programmer effectivement des opérations, ce qu'on appelle du parallélisme, mais ici, est-ce que ça s'appliquerait? Ça serait peut-être moins évident. Bon, alors j'arrive à false égale false. À ce moment-là, c'est là qu'il y en a qui sont rendus, beaucoup de monde se sont rendus là très, très bien. Le problème, ça a été d'évaluer. Faux est-il égal à faux? Qu'en pensez-vous? Est-ce que faux égale faux? Moi, je dirais que oui, parce que Ouais. faux, c'est égal à 0 en binaire, mettons, par exemple. Puis 0 est égal à 0 tout le temps. Faut que c'est ça vaut la même valeur En booléenne. fait, sans même le traduire en nombre, tu peux le traduire en nombre, tu peux le traduire en lettres, si tu veux, là, FAUX. Bon, mais faux, là.
c'est un concept faux. Est-ce que le concept de faux est égal au concept de faux? Bien, ce qui est faux, c'est faux. Donc, false égale false. Mais tu as raison, on peut le convertir, Mathis, en nombre si on veut, on peut le convertir en lettres. On obtient la même chose. C'est que, oui, faux, on peut dire que faux égale faux. Ce sont deux valeurs équivalentes. Donc, le résultat de tout ça, même si c'est un peu apparemment contre-intuitif pour certains, c'est true. Bon. Alors, si vous vous êtes rendu là, vous aviez une partie des points. Si vous aviez fait ça, c'était l'autre partie des points. Bon. OK. Prochaine question. Soit le segment de programme qui sert à déterminer le droit d'accès à un manège. Alors là, on avait un petit segment de code et là, on demandait, en fait, la question était relativement simple. C'était pour voir si vous étiez capable de lire une condition et de suivre le déroulement des opérations. Donc, on avait une taille minimale de 120 cm. On avait la déclaration de la taille de l'enfant et un booléen est assez grand. Et là, j'écrivais console.writeLine, entrer la taille de l'enfant. La personne entrait avec l'opération classique, console.readLine. Je convertissais la valeur lue en entier parce que taille enfant est un entier. Et là, après ça, j'avais est assez grand égale taille enfant plus grand ou égal à taille minimale. Bon, là, on me dit qu'on a essayé 121. Donc, 121 est-il plus grand ou égal à taille minimale qui vaut 120? Ben oui, plus grand ou égal. Donc, si vous avez répondu vrai, ben, tout va bien. Petite question amusante. C'était votre question de codage. Ici, plus importante. On nous dit la loi au Québec fait en sorte que le prix réclamé à la caisse pour un article est plus élevé que le prix que vous avez annoncé en magasin, que vous avez vu annoncer en magasin. Le commerçant doit A. Vous remettre le bien gratuitement si l'article est annoncé à 10 $ ou moins. Vous vendre le bien au prix annoncé, réduit de 10 $ s'il est annoncé à plus de 10 $. Donc, je ne sais pas, vous arrivez, il y a une boîte de conserve au magasin qui normalement est indiquée, vous l'avez vu comme valant dans le magasin, 4,99 $. Vous arrivez à la caisse et bang, c'est pas ça qui est marqué. C'est pas ça que la caissière enregistre parce qu'il y a une erreur d'étiquetage ou une erreur dans la base de données. En mettant qu'au lieu de 4,99 $, c'était marqué 5,99 $. Eh bien, à ce moment-là, on est à moins de 10 $. On vous donne l'article. Ils n'ont pas le droit de juste changer le prix. Ils vous le donnent. Bon. Pourquoi? Bien parce qu'il y a une raison pour ça. C'est qu'il y a longtemps, mettons il y a une vingtaine d'années, les commerçants étaient obligés d'apposer une étiquette de prix sur chaque article qu'ils vendaient. Mais ça coûtait extrêmement cher. Alors, vu qu'il y avait ça dans l'informatique, ils ont dit, OK, bien, si le prix dans la base de données est différent du prix annoncé, le client va être compensé. Donc, si l'article est moins de 10 $, 10 $ ou moins, il devient gratuit. S'il est plus que 10 $, alors mettons, je ne sais pas, c'est un article à 45 $, bien, vous avez un 10 $ de rabais. Vous, ce que vous deviez calculer, c'était le nouveau prix. Alors, on avait le prix annoncé, on savait qu'il y avait eu un problème, et là, on appelle la fonction. Mais là, on va aller la coder. Donc, on nous demandait, un instant, voilà, de calculer la fonction calculer nouveau prix. Alors, juste avant de ça, on va juste relire la finalité de l'énoncé quand même ensemble. Écrivez une fonction calculer nouveau prix qui reçoit en paramètre le prix de l'article annoncé en magasin et retourne le nouveau prix. Bon, messieurs, combien il y a de paramètres ici? Juste un. Un paramètre. Il y a un paramètre pour l'entrée de la donnée et il y a la valeur de retour pour sortir le résultat. Alors ici, on nous dit, on nous demande donc le prix de l'article annoncé. C'est ça notre paramètre.
Alors, allons-y. Statique. Le prix, ben, ça doit être un float, j'imagine, hein, parce que d'habitude, un prix, il y a des dollars et des cents. Bon, OK. Float, calculer. Nouveau prix. Et on nous dit, on devait recevoir le prix annoncé. Ben, c'est un float. Et je vais l'appeler prix annoncé. Simplement. Bon. Évidemment, tout nom équivalent était accepté. Par contre, calculer nouveau prix, on s'entend, c'est ça qui était demandé ici. Alors, donc, on respecte la demande de l'énoncé. Bon. Prix annoncé, on voit qu'il va y avoir un float, un return quelconque à la fin. Alors, moi, je vais avoir ici float, nouveau prix. Nouveau prix, bien écoutez, qu'est-ce que ça va valoir? Alors ici, je déclare la variable et je m'en vais dans une alternative. Il y avait premièrement aussi, il y avait une constante. La constante, c'était justement ce fameux seuil, seuil de changement de prix ou un truc comme ça. Alors, constante, float, changement en majuscule. Égal à 10 F. Certains ont dit, je vais mettre un int. Bon, pourquoi pas? C'était acceptable ici parce que c'était une valeur entière, 10 $. Mais évidemment, comme c'est un prix, c'est un peu plus logique de mettre un float. Bon. Et là, on nous dit, si le prix annoncé, en fait, je vais appeler ça seuil, excusez-moi, je vais lui donner un nom qui me plaît plus. Seuil changement prix. Voilà. Alors, seuil changement prix, ça va être ici, si le prix annoncé est plus petit, est plus grand, c'est-à-dire que le seuil de changement prix, à ce moment-là, je vais dire, le nouveau prix c'est égal, affectation, à prix annoncé, moins, là, mon seuil de changement de prix. Bon. Il n'était pas nécessaire ici de mettre deux constantes différentes. Else, donc else, c'est s'il est plus petit ou égal, nouveau prix est égal à combien? 0. À 0. Bon, là aussi, on aurait pu mettre une constante. Mettons, on l'appelle gratuit. Alors là, ici, encore une fois, constante, float, gratuit, égal à 0. Vous remarquerez que 0, je n'ai pas besoin de mettre un F à ce moment-là. Bon. Finalisons. Return. Return. Nouveau prix. Alors ici, j'ai une fonction qui est correctement faite. J'ai fait un choix par contre. Ici, on remarque que j'ai pris prix annoncé plus grand que seuil annoncé, seuil changement prix. Bon. J'aurais pu l'écrire autrement. Alors, je vais l'appeler calculer nouveau prix 2 pour que le système ne panique pas. Et là, j'aurais pu dire si le prix annoncé plus petit ou égal au seuil de changement de prix. À ce moment-là, j'aurais eu l'obligation d'inverser mes deux traitements. Un peu comme dans la question qu'on a vue tout à l'heure sur l'âge du client versus âge à l'homme. Alors, vous voyez, il y avait évidemment deux réponses possibles
que vous pouviez utiliser. Et on s'entend ici, cette fonction-là est tout à fait correcte. Bon. Avez-vous des questions? Oui, Brandon? Oui, j'en ai une, moi, personnellement. Si, exemple, on avait oublié de déclarer la variable gratuit, là, qu'on avait seulement mis 0, ça en enlevait combien de points, ça? Je pense que déjà, dès que vous avez mis au moins une constante, je vous ai donné vos points. Ah, OK. Ceux qui n'ont pas mis de constante du tout, eux en ont perdu. Ah, OK. Alors, je m'attendais à ce que vous mettiez au moins une des deux constantes. Bon. Alors, ici, donc, ça règle le problème que nous avons là. Passons maintenant à l'étape suivante. Question 11. La valeur de retour d'une fonction prédicat est obligatoirement un booléen. Ben, étant donné qu'un prédicat, par définition, c'est une fonction booléenne, oui, le prédicat va me retourner un booléen. Là, les prédicats, c'est sûr qu'on a vu des prédicats faciles jusqu'à présent. Hein, par exemple, est plus grand que, est divisible, etc. Mais un prédicat, ça peut être très compliqué. Par exemple, est premier. Vous savez, là, imaginez un prédicat qui vous permettrait de savoir si un nombre est premier. Est-ce que ça s'écrit en une ligne, ça, d'après vous? Return quelque chose. Je peux Non. vous dire que non. Ça va être un prédicat qui va être complexe. À un moment donné, je vous donnerai l'occasion de l'écrire, sans doute. Oui, M. Omar. Merci. Ça existe vraiment? Il y a vraiment une formule? Ben, il n'y a pas une formule, justement. Ça n'existe pas une formule. Alors, c'est-à-dire qu'il faut vérifier si un nombre est premier. Et comment? Et c'est quoi un nombre? Et alors, donc, ça veut dire qu'il faut écrire un petit bout de programme qui va faire ça. Un while? Alors, donc, avec des boucles et tout ça. Alors, oui, un prédicat, ça peut être compliqué. Là, pour l'instant, on n'a vu que des prédicats très simples. Mais un prédicat, il y a quelque chose qui est constant. C'est toujours une fonction qui nous retourne true ou false, vrai ou faux. C'est toujours une fonction booléenne. Donc, ici, la réponse était vrai. C'est un booléen. Question 12. Ah, celle-là, j'étais un peu déçu. Beaucoup de monde l'ont manqué. Elle était simple pourtant. Ici, c'était une question qui était directement reliée à un cours qu'on avait fait à un moment donné où j'ai passé beaucoup de temps à vous montrer comment calculer le plus grand de trois nombres. On avait vu deux méthodes. Une méthode où on utilisait une imbrication et une méthode où on a utilisé une empilade d'alternatives. Et là, je vous avais montré que dans le cas précis de cet algorithme-là, il était plus simple d'utiliser l'empilade. Ici, c'était un problème très similaire. Ce n'était pas le plus grand de trois nombres, c'était le plus petit de quatre nombres. Hein, on voit nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'il fallait ajouter? Bien, il fallait simplement ajouter le bloc qui est là, if NB2 est plus petit que plus petit est égal à NB2. Bien, il fallait rajouter la même chose pour NB3 puis NB4. If, alors je vais l'écrire ici, if NB3 plus petit que plus petit, à ce moment-là, ben là, on écrivait ceci. Plus petit égale NB3, point virgule. Une fois qu'on avait fait ça, ben on répétait exactement la même chose pour NB4. Et voilà ce qu'il fallait marquer. C'était 5 points faciles à gagner, mais malheureusement, pour plusieurs, ça a été 5 points faciles à perdre. Alors, donc, c'est ici, si vous aviez bien suivi ou relu, c'est exactement la même chose qu'on a fait en classe. Donc, je dois être vraiment un très mauvais enseignant parce qu'on a passé du temps là-dessus. Ou vous n'avez pas lu vos notes, un des deux.
Bon. Oups. Bon. Ça y est, Moodle vient de planter gentiment. Ouais. Cool. Bon, on va essayer de se rebrancher et on y retourne. Bon, voilà. On est revenu. Si deux variables portant le même nom sont déclarées dans deux fonctions différentes, elles partagent le même contenu. Regardons. Je reprends mon problème de est divisible. Si au lieu de l'appeler val A, je l'appelle valeur A. Ah, au fait, quand je vais en profiter. OK. Non, on va arrêter ça. Voilà. Regardez comment on change de nom dans une fonction. J'ai changé valeur A. Là, ici, il y a une petite ampoule qui est apparue. Sur la liste, je choisis. Non, bon, ça y est, il a fait une bêtise. Oh, oubliez ça, il s'est mélangé. Bon, je mets valeur A pour l'instant. Est-ce que valeur A qui est ici et valeur A qui est là vont partager le même contenu nécessairement? C'est-à-dire que si je change ici, est-ce que ça va changer ici? Non. Non. Non, on a vu tout à l'heure que c'était deux variables indépendantes. Donc ici, notre réponse était faux. Voilà. Autre question. Quel est le type de la valeur retournée par cette fonction? Le type de la valeur de retour, c'est toujours le mot, le type qui est marqué avant le nom de la fonction. Donc ici, la bonne réponse était int. J'ai été gentil cette fois-ci. Il y en a qui m'ont marqué entier. Mais entier, c'est pas. Il y a plusieurs types d'entiers. On pourrait les voir, tous les entiers. Ici, le vrai nom, c'était int. Alors, c'est ça, la prochaine fois, il faut vraiment marquer. J'ai accepté d'autres réponses pour aujourd'hui, mais pas la prochaine fois. Et ça va. Alors, avez-vous des questions sur ce mini-test? Personne? Bon. Alors, écoutez, on va prendre, quelle heure est-il? 10h35. Je vais prendre quelques minutes. Prenez 2-3 minutes à vous chercher, 5 minutes pour aller vous chercher un café. Moi, dans ce temps-là, je vais vous remettre dans vos boîtes infonuagiques respectives vos TP de Labo 6. Et ensuite, on va reprendre le cours. Donc, il est 10h35. Je reprends à 10h40 avec la correction du laboratoire. À tout à l'heure. Bon, alors, bonjour tout le monde. Alors, nous allons reprendre cette séance de cours. Donc, comme je l'avais annoncé, je veux maintenant faire une correction du laboratoire. J'ai remis le laboratoire dans vos dossiers de remise infonuagique. Donc, vous devriez tous y avoir accès maintenant. OK. Alors, on va aller maintenant. Donc, je vais partager mon corrigé. Ainsi que l'énoncé, ça me sera clair, non? Alors, tout d'abord, regardons l'énoncé, comment il se présente. Voilà. Alors donc, c'était les laboratoires 6 portaient sur les alternatives et les prédicats.
Bon, vous vous doutez donc que ça allait parler d'alternatives et de prédicats. Regardons. Ici, on avait choisi de faire avant le mini-test 2 un atelier un peu plus lourd, un peu plus complet, qui permettait également de réviser des notions qui auraient dû être bien comprises avant, pour s'assurer que tout le monde était à peu près au même endroit. Bon, ça nous a montré qu'il y a des gens qui fonctionnent très, très bien dans la classe. Là, il n'y a pas de problème. C'est qui n'ont vraiment pas de problème et que ça progresse bien. Par contre, pour certaines personnes, ça a montré également des lacunes plus ou moins importantes. Surtout la troisième question. La troisième question a été clairement une question complexe pour plusieurs personnes. Alors, on va regarder les questions une à une. D'abord, la question 1. Valait 10 points au total, 2 sous-questions. Honnêtement, ça aurait dû être une grande, grande simplicité. Eh bien, la première partie, le jeu d'essai des valeurs limites, a été échoué par un nombre important d'étudiants. Alors, pourtant, c'était clairement demandé. Rédiger le jeu d'essai des valeurs limites. Vous avez un document qui parle des jeux d'essai des valeurs limites. On en a fait en classe et ça a été malheureusement échoué pour beaucoup de monde. Et la codification de trouver meilleur auteur, et là, c'est ambivalent. Il y en a pas mal de monde qui l'ont eu, mais il y a aussi, j'ai eu beaucoup de solutions un peu étranges qui n'auraient pas dû avoir lieu. On aurait dû avoir ici, c'était trouver meilleur auteur de 3 nombres. Ben, c'est un peu comme trouver le plus grand de 3 nombres. Donc, ça aurait dû être assez simple. Là encore, le cours sur les alternatives multiples, je dirais que ce n'est pas assimilé au niveau de l'atelier, ou du moins au niveau de ce que vous m'avez remis. Alors, allons voir la correction de ces 2 questions-là. Tout d'abord, lorsqu'on parle ici d'un jeu d'essai, il fallait identifier quels étaient les intrants. Les intrants, c'était nos 3 auteurs. Alors, il y en a qui m'ont mis que meilleur auteur, c'était un intrant. Non, non, meilleur auteur, ce n'est pas un intrant. On ne le demande pas à l'utilisateur. Meilleur auteur, c'est une valeur calculée au sein du programme, qui va même être affichée à la fin. Ça va devenir un extra. Donc, ici, on avait 3 intrants, auteur 1, 2 et 3. Ce qu'on cherchait à vérifier, par contre, c'est vrai, c'est là que ça a mélangé les gens, c'est pas un extra, c'est pas un intrant sur lequel était basée notre condition, mais sur cette valeur intermédiaire, qu'elle allait devenir notre extra. En même pas, qu'elle n'allait même pas devenir notre extra, ce que je vois ici, qui était juste une valeur intermédiaire. Donc, quelque part, ce qu'on voulait avoir, c'est une valeur intermédiaire qui va me permettre de faire la vérification, la validation de mon expression relationnelle, de ma condition. Ici, standard olympique, c'était 231. Donc, c'était la valeur que nous allions regarder. Il fallait donc aller regarder un petit peu avant 231, un petit peu avant 232. Alors, c'est vrai que les valeurs de meilleur auteur, c'était ce qu'on souhaitait avoir, 230, 231, 232. Bon. Après ça, comment obtenir 230? Ben, le moyen le plus simple, c'est pas mal de mettre 3 fois 230. Le moyen le plus simple d'avoir 231, mettre 3 fois 231. Le moyen le plus simple d'avoir 232, mettre 3 fois 232. Évidemment, vous aviez le droit de vous casser la tête aussi à dire, ah, OK, je vais mettre 229, 230, 231, puis ça va donner 230. Vous pouviez, mais pourquoi se casser la tête comme ça? Ce n'était pas nécessaire. Donc, ça, c'était ce que j'attendais. Ça a été réussi, je dirais, oui, il y en a qui l'ont réussi, mais il y en a quand même pas mal de monde qui l'ont échoué. 5 points faciles à gagner. Bon. Ici. Bon, je vais retirer mon barème parce que ce n'est pas sur ça qu'on travaille aujourd'hui. Bon, il faut même le mettre là, tout simplement. OK. Trouver meilleur auteur, j'acceptais 2 solutions. La solution la plus simple, et qui était, à mon avis, la meilleure, c'était celle qui permettait tout simplement de faire ça avec 2 empilaires. On disait que la meilleure hauteur, on présumait que c'est la hauteur 1. On vérifiait si hauteur 2 était plus grand que la meilleure hauteur connue. Si oui,
hauteur 2 devenait la meilleure hauteur. Ensuite, on faisait la même chose pour hauteur 3. On vérifiait si hauteur 3 était plus grand que la meilleure hauteur. Si oui, hauteur 3 devenait la meilleure hauteur. On retournait la meilleure hauteur. Vous remarquez, une fonction, un seul return, le return est à la fin. Il y en a qui ont commencé à me faire des returns un peu partout dans le code. Un return, c'est à la fin de la fonction. On verra plus tard des circonstances particulières ou pour des raisons d'optimisation. On va privilégier mettre un deuxième return ailleurs dans la fonction. Mais on parle d'un deuxième return, dans certains cas, que vous ne rencontrerez pas en 420-201. Donc, mettez-vous dans la tête, à chaque fois que vous allez mettre deux returns dans une fonction dans mon cours, cette session, vous allez perdre des points. Alors, ici, donc, ça, c'était la meilleure façon de le faire. Une autre façon de le faire, c'était avec une imbrication et je l'acceptais en équivalence. Donc, on avait ici une imbrication où on vérifiait si la hauteur 1 est plus grande que la hauteur 2. Qu'est-ce que je fais? Bien, je vérifie si ma hauteur 1 est plus grande que hauteur 3. Si oui, je dis c'est hauteur 1 le plus grand. Je l'ai comparé à hauteur 2, je l'ai comparé à hauteur 3, je suis sûr de mon coup. Et ici, ben, je disais, ben oui, c'est hauteur 3. Je ne l'ai pas comparé à hauteur 2, mais ce n'est pas nécessaire parce que hauteur 1 était plus grand que hauteur 2. Et si j'arrive ici, c'est que hauteur 3 est plus grand que hauteur 1. Donc, hauteur 3 est plus grand que hauteur 2. Else. Le else de ceci-là. En arrivant ici, je savais une seule chose. Je n'avais plus à me préoccuper de hauteur 1. Si j'étais ici, c'est que c'était hauteur 2 qui était notre champion. Donc, je vérifiais, est-ce que hauteur 2 est plus grand que hauteur 3? Si oui, c'est hauteur 2. Sinon, c'est hauteur 3, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, je n'ai pas vérifié que hauteur 3 était plus grand que hauteur 1, mais je sais que hauteur 2, lui, on a comparé déjà. Donc, on a éliminé hauteur 1, donc c'était hauteur 3 qui était correct. Et je retournais meilleure hauteur. Ça fonctionnait également s'il y avait des égalités. Parce que ce qu'on voulait avoir, c'était la plus grande valeur. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur cette portion-là? C'est la question 1, que ce soit le jeu d'essai ou encore l'alternative, la fonction. OK. Pas de questions. On va maintenant aller voir la prochaine question ici. Question 2. Je vous fournissais un schéma qui représentait un découpage fonctionnel. Ce découpage était relativement simple. Un main qui, on voit ici, appelait deux fonctions, calculer quotient, calculer reste. On voyait que le main envoyait à calculer quotient, on voit la flèche directionnelle vers la fonction appelée. On envoyait le dividende et le diviseur. Donc, le main devait connaître le dividende et le diviseur pour les envoyer à calculer quotient. Calculer quotient retournait le quotient. Surprise. Le main recevait le quotient. Ensuite, le main envoyait le dividende et le diviseur, donc il les connaît encore plus. Il les connaissait, on est sûr qu'il les connaissait, hein? Il en a utilisé 2 fois. À calculer reste, calculer reste retournait le reste. Bon, ça c'est un peu c'était la question qui était liée d'ailleurs au prédicat est divisible, hein? L'utilisation du modulo. Je m'attendais à ce que la question est divisible fonctionne bien parce que vous aviez ça à faire. Allons voir la solution. Alors, la solution ici, qu'est-ce qu'on a? Bien, on nous demandait le main. C'est ça. Voilà. Oups. Ah, tant pis. On va les enlever définitivement. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai?
On nous demandait le main devait donc, d'après ce que je vois, lire le dividende, parce qu'il n'y a personne qui le donnait au main. Le main, il fallait qu'il connaisse le dividende et le diviseur. La seule manière qu'il a de le faire, c'est de le demander à l'utilisateur. Donc, la première chose qui allait se produire ici, c'était la lecture de l'information. Je vais lire le dividende. Alors, je n'oublie pas, je déclare ma variable dividende ici. Et ensuite, je vais lire la variable dividende. Je fais la même chose pour le diviseur. Bon, hop, il y a un petit point virgule de trop ici. Bon, OK. Ensuite, je vais calculer le quotient. Donc, j'envoie le dividende et le diviseur et calculer quotient me retourne le quotient. Je calcule le reste, dividende et diviseur envoyés, et on retourne le reste. Et finalement, ben, j'écris le reste, j'écris le résultat. Bon. Alors ici, le main, donc, pour avoir les 5 points, il fallait lire, il fallait appeler correctement les calculs de quotient et du reste, et il fallait afficher le résultat. Calculer quotient. Bien, on avait juste à calculer le quotient. Donc, c'était une valeur entière. Ah oui, je vérifiais le type des variables. Il y en a qui m'ont mis des doubles, je ne sais pas pourquoi. C'est un problème de division entière. Les doubles, on n'en a pas besoin. Même chose ici, il n'y a pas de double. C'est des entiers d'impliqués. Entier en entrée, entier en sortie. Et tout ce que j'avais à écrire, c'est return dividende divisé par diviseur. Ça fonctionne bien. Pour le calcul du reste, même chose. Dividende, diviseur en entrée, un int en sortie, je return divisende modulo diviseur. Avez-vous des questions sur ce segment? Cette question 2. OK. Pas de questions. Passons à la question 3. Alors, la question 3, ici, on nous demandait finalement de créer un système qui permettait au service des ressources humaines de l'entreprise de gérer la classification de ses employés en diverses catégories en fonction du nombre d'années d'expérience. Bon. Alors ici, on nous disait, on savait que les employés, finalement, alors donc, il fallait que nos fonctions qu'on va créer marchent et aient du sens dans ce contexte-là. Je n'exigeais pas qu'elles aient du sens indépendamment de ce contexte-là. Alors, nous, ce qu'on savait, c'est que si l'employé avait entre 0 et 2 années d'expérience, 2 non inclus, hein, on voit que j'ai un intervalle ouvert à droite, c'était un débutant. De 2 à 4, c'est un junior. De 4 à 8, un intermédiaire. De 8 à l'infini, on s'entend que l'infini ne peut pas être énorme, hein, peut-être 35, 40 ans, maximum. C'est un senior. Bon. On nous demandait, alors regardons bien ce qu'on nous demandait, 3 choses qui étaient importantes ici. Votre solution comportera une structure alternative complexe permettant de déterminer. Complexe, j'aurais dû dire peut-être multiple, c'est la même chose, hein? Permettant de déterminer la catégorie de l'employé. Cette alternative sera obligatoirement imbriquée et idéalement balancée ou équilibrée. Alors donc, si votre alternative n'était que imbriquée, mais pas balancée, vous n'aviez pas tous vos points. Votre pseudocode devra être développé en utilisant l'approche du raffinement graduel. On a vu que c'est un synonyme de développement graduel ou d'approche top-down. Donc, je m'attendais à trouver dans le pseudocode un déroulement qui partait du main, du programme principal et qui allait vers les petites fonctions. Et je disais, votre codification devra refléter cette approche de développement et par le fait même utiliser des fonctions. Et là, je vous disais, le découpage fonctionnel de votre application devrait fortement s'inspirer
du schéma ci-dessous et comporter au moins une fonction usuelle, comme déterminer catégorie, et 3 prédicats. Donc, vous auriez pu à la limite faire autre chose que ça, hein? Mais c'était difficile si on voulait respecter la notion de fonction. Donc, il y en a qu'on n'a pas mis de fonction. J'ai eu un cas où j'ai une personne qui a codé tout ça dans le mail. Elle n'a pas eu beaucoup de points. Parce que c'était clairement un travail sur la fonction aussi qu'on voulait faire, sur le raffinement graduel. Bon. Est-ce qu'on pouvait utiliser d'autres prédicats que ces trois-là? Absolument. Peut-être que vous auriez eu, au lieu de « est débutant et junior », ça aurait peut-être été « est intermédiaire ou senior ». Je ne sais pas. Là, ça vous appartient. Bon. Mais on avait besoin de 3 prédicats. Donc, j'ai accepté différentes approches. On nous demandait 3 choses. L'analyse, intrant, traitement et extrant. Pour 5 points. Et bon, je m'attendais effectivement à ce que l'information également, bon, il y en a qui m'ont donné, bon, c'est une bonne information complémentaire, c'était correct. D'autres, c'était moins bon. La conception de l'algorithme, pseudocode global, codification sur 10 points. Bon. Attendez, là, je suis en train de me poser une question. C'est ça que je veux voir. C'est ça. Je viens de voir que dans mon corrigé, je n'avais pas marqué autre information pertinente, mais c'était demandé. Bon. Donc, conception de l'algorithme, le pseudocode, codification, le code du programme. Alors donc, c'était 3 choses qu'on demandait. 5 points pour l'analyse, 10 points pour la conception, 10 points pour la codification. L'analyse, c'était plutôt bien réussi. Je dirais que quelques personnes ont fait un peu des gaffes mineures, en, par exemple, oubliant quelque chose. Il y en a qui vont oublier tout d'un coup les extraits. Bon. Il y en a surtout qui ont mis des informations pertinentes, pas vraiment pertinentes. C'est-à-dire, c'était laconique et ça ne nous permettait pas d'identifier les principales constantes et catégories du système. Dans les traitements, je m'attendais à un traitement qui était assez global. Ce n'était pas nécessaire de me dire si c'est entre 2 et temps, je fais ça, si c'est entre 0 et 2, je fais ça. C'est pas, le but ici n'est pas de décrire votre algorithme, mais simplement d'identifier le traitement. Lorsque dans la conception de l'algorithme, je trouvais des problèmes, je vous enlevais des points dans la conception de l'algorithme. Si les mêmes problèmes se trouvaient dans la codification, je n'enlevais pas les points une deuxième fois. C'est pour ça que des fois, vous y en a qui ont eu une très mauvaise note en conception et une note correcte en codification. Parce que je n'ai pas enlevé les points à 2 reprises. Merci. De rien. Alors donc, ici, j'ai enlevé les points en codification quand c'était plutôt des problèmes de codification ou de normes de codification. Alors, ça a permis quand même à certains de s'en sauver. Parce que la conception, ça a été difficile pour certains. Bon, des 3, des 4 sur 10, il y en a eu. Là. Alors, regardons un petit peu notre solution là-dessus. Bon. Là, ici, il manque mes informations. Excusez-moi, je viens de voir que mon corrigé, j'avais oublié d'inscrire les informations pertinentes. Alors, normalement, ce que j'aurais dû avoir en plus de ça ici, j'aurais dû avoir donc autre information pertinente. Information pertinente. Et c'est information. Et ici, j'aurais dû identifier la liste des constantes. Je ne le ferai pas ici, mais normalement, c'est à ce moment-là que je vais associer à chacune des valeurs une constante. Alors, par exemple, un exemple de bonne constante que j'aurais pu avoir ici, ça aurait été, mettons que je cherche à définir les seuils. Ben, OK. On devient, j'aurais pu avoir, c'est un exemple, seuil
intermédiaire ben, c'est 0, est égal à 0, est égal à 2, par exemple. Et là, j'aurais continué. Seuil senior, seuil débutant est égal à temps, etc. Bon. Ici, il fallait donc marquer pas mal tout ce qu'on avait à se dire sur les constantes et les particularités du calcul. Bon. Ici, conception de l'algorithme, pseudocode global. Eh bien, j'ai d'abord mon programme principal qui devait lire le nombre d'années d'expérience. C'est important. Si on regarde, fions-nous à notre... Regardons ici notre découpage fonctionnel. C'est le même qui envoie le nombre d'années d'expérience à déterminer catégorie. Donc, déterminer catégorie n'a pas à lire le nombre d'années d'expérience. On va lui donner. OK. Alors, c'est ce que je fais ici. Je vais lire le nombre d'années d'expérience et je l'envoie à déterminer catégorie, qui va me retourner la catégorie que moi, je vais écrire la catégorie. OK. Déterminer catégorie. Bon, écoutez, il y avait plusieurs façons de le faire. La meilleure façon, c'était une imbrication. Surtout qu'on vous le demandait spécifiquement de faire une imbrication et une imbrication balancée. C'est-à-dire qu'elle est balancée parce que pour arriver à catégorie débutant, junior, intermédiaire ou senior, j'avais exactement le même nombre d'opérations ici. C'est un cas idéal. J'avais 4 cas possibles. En fait, dès qu'on a une puissance de 2, on est capable de faire une imbrication balancée. Seulement, quand on arrive à plus que 4, pour être honnête, ça devient difficile à lire. Bon, après ça, mes prédicats. Comme je l'ai dit, j'acceptais les prédicats qui devaient fonctionner dans le contexte de cette opération-là. Alors, on savait qu'on n'avait pas à valider le nombre d'années d'expérience parce qu'on n'en est pas encore à faire ça. On va bientôt entreprendre les concepts de validation, la semaine prochaine, en fait. Mais pour l'instant, le nombre d'années d'expérience, on devait présumer qu'il était entre 0 et n. Alors, un débutant ou un junior, on savait qu'il était en deçà du seuil intermédiaire. Alors, borne min intermédiaire que je définis ici, bon, valait 4. Donc, je disais, si mon nombre d'années d'expérience est plus petit que ça, ben c'est ça. Là, j'ai plein de monde qui m'ont fait des if ici. If, le nombre d'années d'expérience plus petit que borne min intermédiaire. Dans ce cas-là, catégorie est débutant ou junior est égal à true, else il est égal à false. On a un document sur les prédicats qui dit clairement de ne pas faire ça. On doit éviter d'initialiser un booléen dans une alternative. C'est très rarement nécessaire. Très rarement comme dans presque jamais. Alors donc, on évite ça au maximum. Ici, ça s'écrivait donc comme ceci, tout simplement. Est débutant, c'est la même chose. Est intermédiaire, ici. Là, ici, j'ai accepté d'autres choses, mais ici, on devait écrire un prédicat qui fonctionnait dans le contexte très précis de cette alternative. Donc, ici, dans mon contexte précis, il y a une chose que je savais si j'arrivais ici. Pouvez-vous me dire ce que je sais quand j'arrive à ceci-là? Qu'est-ce que je sais avant de faire le si? Que l'employé n'est pas débutant ou junior. Il n'est pas débutant ou junior. Donc, je n'ai pas à vérifier s'il a moins de 4 années d'expérience. Je le sais, sinon je n'arriverai pas là. Alors ici, est intermédiaire, à ce moment-là, ça se limitait à savoir est-ce qu'il est plus petit que la borne senior. Bon, il y en a qui m'ont fait des choses plus compliquées parce qu'ils ont voulu vérifier qu'on n'était pas plus petit que 4. Quand ça correspondait à des choses que je vous ai montrées, je l'ai accepté. Mais généralement, ce n'était pas très bien écrit. Bon,
OK. Alors, donc, ça règle la conception de ça. Si vous aviez réussi à faire ces différents points, les points majeurs que j'ai retenus, problème à écrire une imbrication correcte, il y en a que ça a été difficile. Il y en a qui m'ont fait la lecture du nombre d'années d'expérience dans déterminées catégories parce qu'on aurait dit qu'ils ne maîtrisaient pas le paramétrage, les paramètres par valeur. Et il y a plein de monde qui m'ont écrit des if là-dedans, à n'en plus finir. Alors, ça, la notion de prédicat doit être mieux comprise ici. Ici, c'est quelque chose, vous allez voir, les prédicats, ça va souvent être dans de la programmation plus complexe que ça va devenir vraiment évident, mais les prédicats, c'est important de les maîtriser. Il y a ça partout. Dès que vous allez travailler avec un système moyennement complexe, il y aura de l'utilisation de prédicats, c'est certain. Bon. Codification. Ben écoutez, la codification, ça devait refléter votre conception. Je surveillais principalement les erreurs de normes, les gens qui me mettaient des returns de partout, 2 returns et plus par fonction, c'était parti. Les constantes mal déclarées, tout ça. C'est ça que je surveillais. Mais je dirais qu'étant donné que j'ai pas, quand vous aviez déjà été pénalisé sur les erreurs de conception, je ne repénalisais pas ici. Les notes pour ce morceau-là étaient meilleures. Ça, c'était pas sur 15, évidemment. Pour vous, c'était sur 10. Ici et là, sur 5. Voilà. Avez-vous des questions sur la question 3 et sa correction? OK. Bon. Il est 11h15. Il nous reste un peu de temps. On va aller maintenant regarder le prochain laboratoire. Bon, le prochain laboratoire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Maxime et moi, on a discuté et on a décidé de vous laisser un peu plus de temps pour le faire. Alors, donc, la remise n'est pas pour mardi, mais sera pour jeudi. Bon, pourquoi est-ce qu'on vous laisse du temps? C'est parce que nous avons pris le cours d'aujourd'hui, qui normalement aurait été un peu du temps de travail sur le laboratoire. On a décidé de faire de la correction parce qu'on voulait régler les problèmes. Mais par contre, on va vous laisser un peu plus de temps. Je vous suggère fortement de le régler quand même en fin de semaine pour être capable de me poser des questions mardi, mais vous avez jusqu'à jeudi. Alors, même si dans l'énoncé actuellement, c'est écrit de le remettre mardi, vous devez le remettre jeudi. Et moi, je vais changer la boîte de retour de Moodle en conséquence. Donc, on va aller regarder ce document. Alors, il est sur Moodle. Bon, alors, regardons ce que je vous ai concocté. Alors, nous avons ici donc un laboratoire que j'ai essayé encore d'être scientifique. Ici, il s'agit encore, bon, premièrement, vous en souvenez peut-être, on a fait déjà un premier laboratoire qui utilisait une interface graphique il y a quelques semaines, et un laboratoire où on devait créer 4 fonctions. La fonction valeur absolue, la fonction arrondir, la fonction plancher, puis la fonction plafond. Alors donc, on avait utilisé un projet et vous aviez complété ce projet-là. C'est le même principe ici. Donc, reprenons, je vous fais une lecture de l'énoncé et on va regarder ce que vous avez à faire. Alors, vous n'êtes pas sans vous rappeler que votre association professionnelle, l'Agence pour la programmation de l'Ossétie occidentale, l'APO, vous a confié la conception et la réalisation d'une portion significative d'un logiciel mathématique de haut niveau. En raison de votre succès dans cette réalisation de cette première partie de projet, votre association professionnelle a décidé de vous confier la réalisation de la seconde partie. Cette fois-ci, vous devrez implémenter une fonction permettant de calculer le sinus d'un angle.
Alors, ce que vous avez toujours fait en appuyant sur la touche SIN de votre calculatrice, vous allez devoir le faire par programmation. Bon. Comme pour la première partie du projet, l'APO a décidé de séparer cette section du projet en deux parties. Ainsi, une première partie s'est vue confier la conception et la réalisation d'une interface graphique standard, tandis que vous avez reçu la tâche de rédiger des fonctionnalités mathématiques qui seront appelées par le biais de l'interface graphique. Donc, je vous donne un projet qui contient déjà une interface graphique et qui permettra de tester votre manière de calculer le sinus. Bon, évidemment, le fait d'avoir ainsi séparé le travail a obligé l'architecte logiciel responsable du projet à établir une série de règles que vous devrez respecter lors de l'écriture des fonctions. Ces règles déterminent pour chacune des fonctions le nom de la fonction, le nombre, l'ordre et le type des paramètres, le type et le type de la valeur retournée par la fonction. Alors, on se comprend. Vous devez utiliser précisément le même nom de fonction que moi, les mêmes nombres de paramètres, les mêmes ordres de paramètres, les mêmes types de paramètres, ainsi que le même type de valeur de fonction. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais prendre votre petit fichier que vous allez produire et je vais le mettre dans mon programme de test. Si vous n'avez pas respecté ça, ça ne fonctionnera pas, ce qui m'empêchera naturellement de vous corriger. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Non. Pour que le projet soit une réussite, vous devrez absolument rédiger des entêtes de fonctions qui soient conformes à la description qui vous est proposée. Dans le cas contraire, votre programme ne pourra ni être compilé, ni s'exécuter. Vous disposerez également du schéma illustrant le découpage fonctionnel de votre application pour faciliter votre compréhension du projet. Prenez note que vous n'avez en aucun cas le droit de modifier les appels de fonctions qui sont faits dans les fichiers responsables de la gestion de l'interface graphique. Si vous le faites, ça ne changera pas mes appels de fonctions à moi dans mon programme de test. Donc, votre programme semblera fonctionner pour vous, mais ne fonctionnera pas pour moi. Et là, regardez bien les petites règles que je rappelle. N'oubliez pas qu'une fonction qui reçoit en valeur un paramètre n'a aucune raison de le lire. Alors, par exemple, imaginons que notre fonction sinus reçoit un paramètre qui s'appelle angle. Elle n'a aucune raison d'écrire lire angle à l'intérieur. Une fonction qui renvoie une valeur de retour, énoncé return, n'a aucune raison de l'écrire, de l'afficher. Donc, évidemment, si votre fonction, comme la fonction calculer sinus, doit retourner une valeur, il n'y a aucune raison, qu'il y ait un console.writeLine dans la fonction calculer sinus. Il doit avoir un return. N'oubliez pas qu'une fonction peut en appeler une autre. Il n'y a pas juste le main qui a le droit d'appeler des fonctions. Toute fonction peut appeler une autre fonction, si nécessaire. Et il ne doit y avoir qu'un seul énoncé return dans une fonction. Donc, si vous êtes tenté, pour une raison quelconque, de mettre 2 returns dans une fonction, 3 returns dans une fonction, qu'importe le nombre, n'importe quel nombre plus grand que 1, vous n'avez pas, vous êtes en mauvaise situation. Il vous faut changer ça. Bon. Alors maintenant, je vous lance une description du calcul du sinus d'un angle. Pour calculer le sinus d'un angle, on va utiliser une série mathématique, une série de Maclaurin, précisément. Est-ce que vous avez fait déjà des séries en mathématiques, au secondaire ou au collégien? N'ayez pas peur, ça se peut que ce soit non. Moi, je m'en rappelle pas, mais Ouais, moi non plus. Bon, Ça je se pense peut. que vous n'en avez pas fait. C'est pas très compliqué. Parce qu'une série, en fait, vous avez déjà fait des choses qui ressemblaient à ça. C'est juste un calcul répétitif. OK?
qui va de plus en plus. Alors, regardons. Par exemple, si je veux calculer la formule générale, c'est la formule qui est ici, là. Alors, on va la regarder. Quand j'écris « Je veux calculer le sinus de l'angle X », bon, quand vous tapez ça sur votre calculatrice, 30 sin, eh bien, ça va pour calculer, bien 30, c'est vraiment en radians. Ici, on parle que X est une valeur en radians. Alors, mettons sin de pi. Bien là, il va calculer ceci. Pi moins pi au cube divisé par pi factoriel. Avez-vous fait la factorielle en maths? Oui, monsieur. Oui. Oui, hein? Alors, tout le monde sait c'est quoi une factorielle, hein? Par exemple, 3 factoriels, quelqu'un peut me dire comment ça se calcule? 3 3 fois 2 fois 1. Exactement. Ou 1 fois 2 fois 3. C'est votre point. Dans les deux sens, ça marche. Donc, ici, ce qu'on nous disait, c'est pour calculer le sinus de pi, ben c'est pi moins pi au cube divisé par 6 plus pi. Alors, vous voyez, il y a un moins au début, un plus après, plus pi à la 5 divisé par 5 factoriel, moins pi à la 7 plus 7 factoriel, divisé par 7 factoriel, plus, quelqu'un peut me dire, ça serait quoi le prochain terme? Un peu de courage, messieurs. X à la 9 X, ouais. divisé par 9 factoriel. Exactement. Vous voyez, c'est facile une série, hein? Ici, on voit que parce que X ici, c'est quoi en fait? X, j'aurais pu l'écrire X à la 1 divisé par 1 factoriel. Vous voyez que les termes sont toujours sur la même forme. Alors, ici, il faut être conscient, là. Ici, je l'ai simplifié, j'ai écrit X, mais en fait, c'est X puissance 1 divisé par 1 factoriel. X puissance 1, ça me donne combien? C'est une question compliquée, faites attention. X. Eh oui. 1 factoriel, ça donne combien? 1. X divisé par 1, ça donne combien? Ouais. Hein? X. Ah, phew! J'ai eu peur. Bon, alors donc c'est pour ça que ici j'ai marqué juste X, mais en fait, c'est un terme qui est exactement de la même forme que les autres. Il faut juste prendre conscience que le premier terme est positif, le deuxième, négatif, le troisième, positif, le quatrième, négatif, le cinquième, positif, et etc. Bon. Alors ici, on dit que X est une valeur en radians, alors écoutez bien, se situant inclusivement entre 0 et pi. Donc, moi, je m'attends à ce que votre calcul du sinus fonctionne pour un angle en radians dont la valeur varie entre 0 et pi. Par exemple, si nous désirons calculer le sinus de 2, 2 radians, on va dire que sinus de 2, c'est 2 moins 2 à la 3 divisé par 3 factoriel, plus 2 à la 5 divisé par 5 factoriel, moins 2 à la 7 divisé par 5, etc. Ce qui nous donnera des nombres, vous voyez, 2, c'est un gros nombre quand même, moins 8 divisé par 6. C'est déjà beaucoup plus petit. Alors donc, on vient de réduire. Mais là, on lui ajoute une autre valeur, et ainsi de suite. Ce qu'on va voir, c'est que nos nombres, notre série, va converger vers une valeur de plus en plus précise. Je fais un rappel sur la factorielle. Bon. Alors, regardons ce que vous avez à faire. Bon, ici, c'est le travail à effectuer. C'est comme vous avez fait l'autre fois. Vous devez compléter le fichier partie étudiante dans lequel vous allez définir vos fonctions. Alors, ici, c'est sûr que la fonction la plus importante, c'est calculer sinus. C'est la fonction qui va
contrôler le calcul du sinus. Mais je m'attends évidemment à ce que calculer sinus en appelle d'autres fonctions. Là, regardez bien. J'ai déjà dit que vous n'avez pas le droit de modifier les appels de fonctions dans l'interface graphique. Je vous dis, vous avez le droit d'utiliser les constantes et les fonctions usuelles de la bibliothèque mathématique. Par exemple, POW ou valeur ABS pour valeur absolue. Mais pas les fonctions trigonométriques. Alors, qu'il n'y ait pas un petit comique qui, dans son calcul du sin, appelle la fonction sin. On se comprend, là. Je ne la trouverais pas si drôle que ça. Bon. Le découpage fonctionnel. Bon. Là, vous n'avez pas à vous gérer le main. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Vous calculez sinus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous respectez correctement la façon d'écrire la fonction, je vais vous envoyer l'angle et le nombre de termes désirés. Et vous allez retourner le sinus de l'angle. C'est quoi cette histoire d'angle et de nombre de termes? Bien, ça, il faut retourner à notre formule. On voit qu'on a besoin de connaître l'angle pour calculer le sinus. Et le nombre de termes, bien, on veut savoir combien de termes on doit calculer. Ici, j'ai 4 termes d'affichés. Mais évidemment, 4 termes, ça va me donner une réponse imprécise. Alors là, on verra combien de termes il faut donner pour obtenir une réponse qui se rapproche de celle qui sera calculée par la bibliothèque mathématique. Parce que dans mon programme, à la fin, ça permet de justement comparer votre résultat à celui de la bibliothèque mathématique. Bon, je vais faire plus vite maintenant, il nous reste peu de temps. Regardons, le calcul du sinus, donc, va recevoir l'angle et le nombre de termes, va retourner le sinus de l'angle. Il va faire affaire à une fonction qui s'appelle calculer termes. Alors, calculer sinus contrôle la série. C'est lui qui va, par exemple, si j'ai 4 termes, il va appuyer 4 fois calculer termes. OK? Donc, lui, il fait vraiment, je calcule le nombre, pour chaque terme, je fais appel à calculer termes. Pour chacun des termes, calculer terme va calculer factoriel. Alors, calculer factoriel, j'en ai besoin pour chacun des termes. Hein. On regarde un terme en particulier, on voit que j'ai besoin de mon factoriel. Également, on voit que j'appelle impair. Impair, on voit que c'est pour finalement, c'est ici, on veut savoir le numéro du terme est envoyé ici. Et lui, à partir de ce numéro du terme, va appeler la fonction impair. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Pourquoi est-ce que je voudrais savoir que le numéro du terme est un nombre pair? En quoi c'est intéressant? On peut établir un lien avec c'est négatif ou non, avec pair ou impair. C'est ça. Ici, c'est que si le terme est pair, il faut que je prenne la valeur obtenue et que je la rende négative avant de l'envoyer. Parce que, regardez ce qui va se passer. Calculer sinus va appeler chacun des termes et il va les additionner. Le premier terme qu'on va obtenir va être un terme positif. Le deuxième terme, il faudrait qu'il soit négatif. Alors, le terme 2, dans ce cas-là, serait négatif. Bon, alors là, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez fonctionner avec les termes le premier terme, c'est le 0e terme ou c'est le terme numéro 1? C'est à vous de choisir. Mais il faut qu'à la fin, vous ayez décidé que lui, ce premier terme-là m'a retourné un nombre positif, ce deuxième un nombre négatif, ce troisième un nombre positif, ce quatrième un nombre négatif, etc. Bon.
pour les valeurs, moi, ce que je vous dis, c'est que vous devez utiliser des valeurs de test qui se situent entre 0 et pi pour l'angle et entre 3 et 85 pour le nombre de termes. Bon, pourquoi est-ce que 85, c'est la limite? C'est parce que quand on va calculer la factorielle de 86 va faire exploser la machine. Simplement. Il n'est pas capable. Il est capable de calculer la factorielle de 85, mais la factorielle de 86, c'est trop long. La description des fonctions. Mais là, vous avez la description de chacune des fonctions. Calculer sinus, calculer terme, calculer factoriel et pair. Pour chacune des fonctions, je vous donne son nom. C'est quoi ses intrants? C'est quoi ses extrants? Je vous explique si c'est des doubles, des int, qu'importe. On travaille en double aussi. On va travailler en double aujourd'hui parce qu'on a besoin de précision. Bon, là, vous allez me dire, la factorielle d'un nombre, c'est un entier. Et pourtant, tu nous dis que ça retourne un double. Oui, parce qu'un entier, malheureusement, c'est très petit. Ça ne permet pas de contenir des très grands nombres, tandis que les doubles vont nous le permettre. Alors, même si ce sont des approximations de valeurs factorielles, ça sera toujours ça sera toujours mieux avec un double. Alors donc, si on n'avait pas pris un double, on avait pris un int, je pense que la valeur maximale du nombre de termes, c'était 13. Tandis qu'avec les doubles, on va monter à 85. Bon. Les modalités de remise, bien écoutez, oubliez la version imprimée et agrafée. C'est une erreur que j'ai faite, je vais changer ça dans quelques minutes. C'est quelque chose que vous devez remettre le 20 octobre. Pas le 20 octobre, c'est-à-dire, c'est parce que le 20 octobre, mon Dieu, excusez-moi, ce n'est pas la bonne version du lab, pas en tout. Bon, c'est pas en tout, c'est vraiment pas, c'est un vieux lab que j'avais recyclé, mais c'est pas ça, pas en tout. Ça va être à remettre jeudi prochain. Alors ça, je vous donnerai la version finale à ce moment-là. Attendez, là, j'ai été chercher. J'ai peut-être pas pris le bon lab. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Un instant. Oui, je pense que ce n'est pas la bonne version qui vous a été envoyée. Effectivement. Wow! OK. Alors donc, la version qui va vous être envoyée, je vais la remettre, c'est vraiment celle-ci. Donc, vous devez compléter le fichier partie-étudiante.cs. Vous devez remettre une copie de votre fichier partie-étudiante.cs que vous aurez pris soin de renommer Labo 7 nom-prénom. Comme l'autre fois, vous aviez fait Labo 5 nom-prénom. Et ça sera à remettre pour le cours du jeudi 29 octobre. Des questions? J'imagine que vous en aurez plusieurs. De toute façon, vous n'avez qu'à m'écrire si vous avez des questions avant mardi. C'est un programme qui est un petit peu plus complexe que ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais vous êtes capable de le faire. N'hésitez pas à m'écrire. Je préfère que vous m'écriviez poser une question que de regarder sur la copie du voisin. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se revoit mardi. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Merci. Bye bonne bye. fin de semaine. Merci. Merci.